BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le Club de la Bourse. 3 invités avec nous jusqu'à 18h pour discuter des enjeux du moment sur les marchés financiers. Nourane Charer est avec nous, gérante Europe et diversifiée de Mansartis. Bonsoir Nourane. Bonsoir. Sophie Chevelier à nos côtés également jusqu'à 18h, gérante allocataire chez Dorval AM. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Et Vincent Le San qui complète ce tour de table, directeur des clients institutionnels et corporate, entreprises de Ports en Part. Vincent, bonsoir. Bonsoir. On peut commencer avec les entreprises peut-être. On aura le loisir de parler de Donald Trump, promis. Mais la campagne de résultats a commencé aux États-Unis, un peu en Europe. On a déjà quelques indications. Alors je ne sais pas s'il y a déjà des enseignements particuliers à tirer, les résultats bancaires. On a eu quelques techs aussi aux États-Unis, en Europe, qui ont publié. On est au tout début, donc évidemment, là, on va se garder de conclusions définitives. Mais qu'est-ce qu'on peut dire à ce stade, Sophie ? La période, la saison de résultats la plus avancée, c'est la saison américaine. On a une progression qui est très très forte des résultats, en ligne avec ce qui était attendu, quelque part même un petit peu mieux, puisque là, depuis le début de la saison, on a une progression à peu près 22% en agrégé des résultats américains. C'est le premier trimestre, on voit l'impact des baisses d'impôts, donc ça explique aussi la très forte dynamique. Sans surprise, on a une progression qui est assez forte sur les matières premières en général, donc matériaux et pétrole, c'est la continuation, mais aussi des très bons chiffres du côté des industriels et dans la technologie. Donc la dynamique globale est plutôt bonne. Alors dans la technologie, il y a pas mal d'histoires qui se contredisent. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'interrogations, notamment autour des semi-conducteurs, avec est-ce qu'on est en pic de cycle ou pas sur les semi-conducteurs. Il y a eu la publication de TSMC ce matin, donc à Taïwan, qui est un indicateur important, avec des chiffres révisés en baisse sur le 3e trimestre, donc un petit peu d'inquiétude, et notamment donc des effets sur les valeurs connectées, mais un discours sous-jacent plutôt rassurant sur la demande en provenance des mobiles, donc l'activité smartphone en général, qui est un petit peu meilleure d'après TSMC que ce qu'ils anticipaient. Donc on a vu qu'il y avait eu un trou d'air sur le 2e trimestre sur la demande de smartphones, et là ça commencerait à s'améliorer un petit peu. Donc voilà, là, c'est les éléments, je dirais entre guillemets, les plus notables qui ressortent pour le moment. Est-ce qu'on parle de tensions commerciales, d'enjeux liés à, je sais pas, des chaînes d'approvisionnement, des ruptures ou autres qui auraient pu survenir? Est-ce que ça transparaît un peu dans le discours des entreprises à ce stade ou pas tant que ça? Justement, dans le discours de TSMC, et je pense dans ces anticipations Q3, on peut supposer que les inquiétudes liées à la guerre commerciale jouent. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus prudents dans leur perspective de vente sur le trimestre à cause de ces éléments, probablement. Mais concrètement, on n'a pas encore aujourd'hui d'incidences. Les incidences sont à venir si elles doivent venir. Bien, à travers le discours, effectivement. Voilà, mais le discours est effectivement plus prudent. Nourane, qu'est-ce que vous avez pu observer de l'univers de valeurs et de secteurs que vous suivez? Alors en fait, en Europe, la tendance, elle ne peut pas être aussi claire parce qu'on a moins de recul, parce que la période vient de commencer. En revanche, il faut quand même noter, hier, on a eu la publication de SKF, qui est un bon et un vrai proxy sur la croissance mondiale. On a quand même globalement 35% de son chiffre d'affaires en Asie, 25% aux États-Unis. Donc clairement, c'est un... Juste d'un mot, c'est des roulements à billes, c'est ça? Voilà. C'est les leaders mondiaux sur les roulements à billes. Et étant donné que c'est un vrai proxy de la croissance économique mondiale sur lequel on s'inquiète un petit peu aujourd'hui, la croissance du chiffre d'affaires a été excellente. On s'attendait à une croissance du chiffre d'affaires à 7%, elle est ressortie à 9%. Donc en fait, on se rend bien compte que finalement, pour certaines valeurs industrielles, on n'a pas trop de sentiments négatifs, comme on a pu l'avoir, par exemple, sur le secteur automobile. Et c'est vrai que sur le secteur automobile, on a eu quand même des warnings, ça on les a connus, sur Daimler, sur Osram, etc. Donc on voit bien que c'est quand même très spécifique à certains secteurs. Ouais, je comprends. Donc ça, c'est important de noter ça. Ah bah attendez, si on a des purs cycliques qui commencent à bien publier, il va falloir réévaluer certains secteurs en bourse, Nourane, non? C'est pas la suite logique de ce genre d'histoire ou En termes de valorisation, les values restent les values et pour moi elles le resteront. Donc en fait, si vous parlez de valorisation, si on regarde globalement les secteurs qui sont les moins bien valorisés, on va retrouver plutôt les secteurs endettés. On va retrouver plutôt les secteurs endettés et déflationnistes. Donc, on va retrouver les télécoms, on va retrouver les services aux utilities, les services aux collectivités, pardon. Donc, en fait, on va retrouver ce type de valeur. Est-ce qu'on va avoir un re-rating sur ce type de valeur ?
Je ne pense pas, parce que les publications restent encore très fragiles. D'accord. Mais en tout cas, sur l'aspect, alors sur les industriels cycliques, là, des signaux plutôt positifs envoyés par SKF. Oui, on a eu Alstom aussi aujourd'hui. Alstom, quand même, avec une ABB, croissance des aussi, commandes de 17%. C'est quand même pas négligeable, 17%. Donc, en fait, on se retrouve en fait avec certaines valeurs qui publient vraiment des très bons résultats sur lesquels on est. Alors, on parle pas de Publicis. Non, mais si, on va en parler justement. Non, mais continuons sur les bonnes nouvelles. On parlera de ce qui fâche après, mais oui. Donc Alstom aussi, effectivement, je disais le Suisse ABB, conglomérat industriel là aussi, qui a très bien publié aujourd'hui. Bon, Alstom fait du 0+, ABB gagne 3% cet après-midi à Zurich, et puis SKF qui avait bien publié également. Du côté des valeurs moyennes, alors là aussi, est-ce que vous retrouvez des éléments qui ont déjà été peut-être indiqués, Vincent Le San ? À peine, mais en fait, si on regarde les 2 dernières semaines, ce qui est assez notoire, c'est qu'on a en fait effectivement un premier impact de cette guerre commerciale potentielle, non pas dans les publications, puisque en fait elles sont pas traduites en fait dans les messages, pas du tout, c'est ce qu'on verra. Mais en revanche, concrètement sur cette classe d'actifs, on a en fait une hausse du risque qui est forcément en fait défavorable à ce type en fait de société mid and small. C'est des valeurs qui sont moins liquides, donc dès que le marché se tend un peu, on voit que le marché est nerveux. C'est une classe d'actifs qui est particulièrement en fait regardée. On a eu quelques sanctions assez fortes de valeurs. Je pense à des Beneteau, des Trigano, qui ont décroché, des BioMérieux la semaine dernière, qui ont décroché assez fortement. Alors que certes, les messages, il y avait des petits messages passés, mais qui n'étaient pas du tout de l'ampleur de la baisse. Donc on voit bien que sur cette classe d'actifs, certainement dû au contexte. Elles sont victimes de l'aversion au risque, vous dites, plus que de craintes fondamentales très clairement, liées à leur business. Exactement. Bon, il y a d'autres éléments également fondamentaux sur ce segment, sur le premier semestre, c'est que on a un secteur d'activité qui collecte de moins en moins, en tout cas beaucoup moins que les années passées. Donc on n'a pas ce flux acheteur qui venait aussi alimenter ce type de secteur. Pour la première année depuis très longtemps, c'est un secteur à date qui sous-performe le CAC 40. Là aussi, on sait que sur les 15 dernières années, c'était un segment qui avait été particulièrement surperformant. Donc on a pu, je dirais, ces éléments-là, et on a un marché qui est nerveux. Maintenant, quand on regarde les premières publications, on en a eu aujourd'hui sur différents secteurs. Les secteurs les publications sont bonnes. Je pense notamment à une valeur qui a publié ce matin dans la tech, qui est Esker, donc qui est logiciel de dématérialisation, qui vend beaucoup en mode SaaS. Croissance à 2 chiffres, des niveaux de valorisation qui sont particulièrement bien élevés. Voilà, il y a d'autres exemples dont on pourra parler peut-être en rebond par rapport à Publicis, mais les premières publications sont bonnes, et nous on attend en fait pas de tassement de croissance à l'occasion de ces semestriels. On attend une croissance cette année et l'année prochaine de l'ordre de 15% des bénéfices par action sur cette classe d'actifs. Bon, on va parler de Publicis après la pause, mais un mot sur les mid-cap, les valeurs moyennes, la victime de l'aversion au risque. Est-ce que justement c'est intéressant de regarder à nouveau ce segment-là qui semble souffrir juste pour des raisons de psychologie de marché, Sophie? Oui, non, en fait, c'est intéressant de se repencher sur le secteur, parce que nous, vraiment, on était très très inconfortable depuis quelques mois, parce qu'on avait beaucoup de mal à trouver des idées. C'est-à-dire qu'en fait c'était cher, tout simplement. Énormément d'idées étaient extrêmement bien valorisées, et c'est vrai que là, notamment dans le secteur industriel, vous mentionniez SKF, mais il y a d'autres noms qui pourraient ressortir. Il y a un certain nombre de valeurs, donc un peu liées aux dépenses d'investissement, qui ont été massacrées. Et donc il y a des idées qui commencent à revenir. Alors c'est pas des idées qu'on peut jouer à 3 mois, mais si on a un petit peu d'horizon devant soi, qui commencent à devenir intéressantes à regarder. Donc on est passé, je dirais, d'un état de marché où les investisseurs étaient extrêmement complaisants, à un état de marché où la complaisance a disparu, avec un certain nombre de consolidations dans certains secteurs un petit peu plus difficiles, peut-être sensibles aux devises, sensibles aux matières premières, avec maintenant des idées qui commencent à émerger. Des opportunités, voilà. C'est ça. Mais même, on peut regarder, si on regarde même de manière globale, je sais pas, dans les émergents ou des choses comme ça, là aussi il y a des primes de risque qui sont redevenues, qui se sont reconstruites, qui se sont reconstruites, très notables. C'est ça. C'est ce que vous observez aussi, Nouran. Vous retrouvez, je sais pas, est-ce que vous retrouvez un peu des idées dans ce marché? Faut avoir une gestion de conviction. C'est ce que vous me disiez ce matin. On s'est appelé pour préparer l'émission. Il faut une gestion de conviction. Les convictions, elles sont solides, elles sont confirmées par ce que vous observez. Vous trouvez d'autres idées en plus des convictions que vous pouviez avoir déjà auparavant? En fait, il faut avoir, vous avez raison, il faut avoir des convictions, parce qu'on est sur des marchés
marchés qui sont très hétérogènes. En absolu, on a l'impression effectivement que le marché est plutôt résilient par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, sauf qu'en fait, on a des très fortes hétérogénéités entre secteurs. On va retrouver les secteurs des bancaires à moins 10, on va retrouver le secteur de la tech à plus 10. Donc en fait, si on a des vraies gestions de conviction, c'est comme ça effectivement qu'on peut sortir de sortir une certaine performance assez positive depuis le début de l'année. Les convictions, on en trouve, mais il faut être très... aujourd'hui, c'est simple. Le marché, en fait, focalise sur deux choses. On a l'inflation et on a les taux. Donc, comment il faut sélectionner les valeurs aujourd'hui pour surperformer? Il faut effectivement choisir des valeurs de croissance qui ont un certain pricing power pour faire face en fait à l'inflation, et il faut choisir des valeurs qui ne sont pas endettées pour faire face à l'augmentation des taux. À partir du moment où on a ces deux caractéristiques qui sont réunies et qu'on choisit des valeurs de croissance, pas n'importe quelle valeur de croissance, pas toutes les valeurs de la tech, pas toutes les valeurs de la consommation discrétionnaire, mais il faut aller choisir des valeurs de croissance dont la croissance repose sur les thématiques fortes pour justement avoir un petit peu de recul par rapport en fait à ces ajustements de conjoncture qui sont faits aujourd'hui. Et avec ces éléments-là, avec ces trois éléments-là, on arrive effectivement à créer une certaine dynamique et une certaine performance sur les marchés. Mais parce que vous êtes convaincu que oui, on va avoir un peu plus d'inflation demain Normalement, on devrait en avoir. Oui. De toute façon, je veux dire, avec l'environnement, avec les mesures protectionnistes, avec les marchés des matières premières, on devrait avoir de l'inflation. Parce que ça a complètement disparu de l'ambiance de marché du moment. Enfin, on en parle beaucoup moins là. Moi, je pense qu'elle est quand même là. C'est-à-dire qu'en fait, les mesures protectionnistes, le risque, c'est quoi? C'est qu'on est effectivement, et d'ailleurs, c'est les effets de second tour dont a parlé le FMI aujourd'hui aux États-Unis des mesures protectionnistes américaines. C'est-à-dire qu'on va avoir des risques de remontée des prix, et dans ces cas-là, en fait, un recul du pouvoir d'achat des ménages américains. Donc, en fait, les mesures protectionnistes aujourd'hui, elles sont inflationnistes. Tout est inflationniste aujourd'hui. La croissance américaine est vigoureuse, elle est inflationniste. La montée des matières premières est inflationniste, et effectivement, donc tout ça, en fait, je pense qu'on est dans un environnement inflationniste. Bon, tout est inflationniste. On va marquer une pause, mais revenir sur cette idée dans un instant. On parlera de Publicis, évidemment, le gadin du jour. Que se passe-t-il chez Publicis et dans le secteur de la pub en général, parce que l'accident de Publicis n'est pas isolé. On a eu Omnicom également, l'américain, en début de semaine, qui devait chuter de 8-9% également sur la publication d'une croissance décevante. Une pause, on se retrouve dans un instant. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le club de la bourse. On est reparti jusqu'à 18h avec nos invités. Nourane Charer, gérante Europe et diversifiée de Mansartis. Sophie Chevelier, gérante allocataire de Dorval AM. Vincent Le San, directeur des clients institutionnels et entreprises de Ports en Part. On était resté sur Nourane Charer qui nous disait tout est inflationniste dans l'environnement actuel, le protectionnisme américain, la hausse des matières premières. Alors, même si elles ont un peu baissé ces derniers temps, mais quand on dézoome un petit peu, elles sont quand même à des niveaux de prix plus élevés qu'il y a 1 ou 2 ans. Juste une remarque, est-ce que tout est inflationniste aujourd'hui? Parce que les marchés de taux ne semblent pas nous dire qu'on est dans une urgence inflationniste non plus, Sophie Chevelier. En fait, il y a plusieurs facteurs qui peuvent être considérés comme inflationnistes, et pour autant, il n'y a pas d'inflation. Statistiquement, même la croissance des salaires aux États-Unis a finalement été moins bonne le mois dernier que ce qu'on pouvait imaginer, puisque le rythme de croissance est 2,7%, donc les effets effectivement d'inflation salariale restent relativement faibles, continuent à s'améliorer mais très très lentement, avec là un petit pas en arrière sur un mois. Il y a des interrogations effectivement. Qu'est-ce qui se passe si il y a une hausse de droits de douane de 10% sur une partie des articles manufacturés en Chine? Une partie sera bien entendu absorbée par l'entreprise. Il faut voir qu'en fait, le problème, et c'est un petit peu tout le problème de cette discussion des droits de douane, c'est que ces corporates américains, en réalité, qui produisent en Chine et qui ramènent aux États-Unis. Et donc, moi, je m'inquiéterais plus, quelque part, pour les marges de corporates américains que pour l'inflation à proprement parler pour les consommateurs américains. D'autant que dans le même temps, Donald Trump a réussi à orchestrer d'une certaine façon une baisse du prix du pétrole. Donc Donald Trump a commencé à devenir très vocal, à négocier avec l'Arabie Saoudite, etc. Le pétrole que certains voyaient aller à 100, finalement est revenu vers les 70. Donc et ça, c'est du pouvoir d'achat pour les ménages. Donc d'un côté, il y a effectivement des vents contraires, il y a du pour, il y a du contre. Et c'est vrai que quand on voit l'intervention de Powell cette semaine, l'inflation n'était pas au cœur des préoccupations. Par contre, les retombées, l'impact secondaire des droits de douane sur éventuellement les dépenses d'investissement aux États-Unis, là-dessus, on s'inquiète. Mais l'inflation, pas réellement. Bon, on voit le dollar qui progresse,
Suite au discours de Powell, non mais c'est logique, non mais parce que mine de rien, on n'est pas si loin des plus bas de l'année sur l'eurodoll là. Il y a ça, mais il y a aussi la réponse européenne sur la question de la taxation des importations automobiles, puisque l'Europe a annoncé qu'ils étaient en train de préparer leur liste. Si les États-Unis, effectivement, la semaine prochaine, il y a une rencontre, si effectivement les droits de douane sont imposés sur les voitures, il y aura une réponse européenne de la même façon que les Chinois font leur liste. Donc ça, c'est... Oui. Ouais, bien sûr, non, c'est sûr. Bon, on est parti sur le commerce mondial, mais juste un mot là-dessus, quelques réflexions, je sais pas, Nouran Chaher, qu'est-ce qu'on peut dire? La rencontre Juncker-Trump, non mais l'automobile allemande, est-ce que c'est vraiment le nerf de la guerre? Parce que là, c'est le test ultime pour savoir un petit peu à quelle sauce on va être mangé, ça c'est sûr, et puis savoir quel niveau de guerre commerciale Donald Trump est prêt à mettre en œuvre au niveau mondial. Alors l'automobile allemande, c'est clair, c'est net, c'est effectivement le nerf de la guerre. Quand on regarde les échanges commerciaux entre les États-Unis et l'Europe, le secteur automobile, c'est à peu près 10%. Donc ce n'est pas négligeable, c'est loin d'être négligeable. Donc effectivement, je pense qu'en fait, de toute façon, cette guerre commerciale, même si ce ne sont que des exportations européennes qui sont majoritaires, des voitures allemandes vers les États-Unis qui sont majoritaires, c'est très clair que de toute façon, les constructeurs américains ils perdront aussi. Parce que quand on regarde BMW, c'est le premier employeur en Caroline du Sud. Donc, premier employeur en Caroline du Sud, si effectivement on a des problèmes de prix, de taxes, si on a, c'est un vrai problème en fait. Des centaines de milliers d'emplois en moins, dit l'association des constructeurs américains aujourd'hui. Tout à fait. Ouais. Voilà. Donc en fait, ça c'est un vrai problème. On peut même aller plus loin, mais ça c'est vraiment d'aller voir les choses de manière très négative. Ça ferait des capitaux en moins pour le développement des entreprises, des voitures autonomes, électriques, etc. Donc en fait, on voit clairement que le rapport de force, même si comptablement il est en faveur des États-Unis, quand on regarde un petit peu derrière ce qui se passe, il n'est pas en faveur des États-Unis, il est à parts égales entre l'Europe et les États-Unis, donc on pense vraiment clairement qu'ils vont trouver en fait une... Ah voilà, c'est ça. Enfin, on espère en tout cas. Parce que ce serait tellement catastrophique si c'était mis en place pour les États-Unis, vous dites? Non, parce que moi la question, tout le monde fait le constat que les États-Unis sont en première ligne, que c'est eux qui ont le plus à perdre et que c'est l'économie américaine qui sera la plus affectée. C'est ce que nous dit Christine Lagarde hier. In fine, c'est l'économie américaine qui sera la plus affectée si tout le monde met en place des mesures de rétorsion. Bon, alors, est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Pas évident. En tout cas, à Wall Street, non, on semble pas être d'accord avec cette idée-là, ou en tout cas, on imagine qu'on n'ira pas jusque-là. Tout le monde a souffert, sauf le marché américain, sur ces histoires de guerre commerciale. Mais non, mais c'est vrai. Oui, sauf le Nasdaq. Sauf le Nasdaq, oui, c'est ça en fait. C'est pas Wall Street, c'est le Nasdaq. C'est toujours les 4-5 mêmes valeurs qui nous raccrochent, qui nous tiennent au sommet. Bon, le Nasdaq qui est légèrement négatif cet après-midi, mais rien de bien méchant. Les GAFA sont un peu en baisse. Peut-être des points d'entrée pour certains qui auraient raté les dernières vagues de hausse sur le secteur. Un mot les médias, secteur des médias, Publicis aussi, qui marque cette séance et pas franchement de bonne manière. Moins 9% pour Publicis. Est-ce qu'il y a des éléments particuliers d'explication qu'on peut mettre en avant? Et puis sur le secteur des médias et de la pub en général, qui est un secteur très compliqué depuis un petit moment maintenant. Vincent Le San, qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet? C'est vrai que les grands acteurs, en fait, on cite Publicis, on cite Omnicom, souffrent en fait de la désintermédiation qui se met en place, qui est déjà en place avec entre les GAFA d'une part et les grands annonceurs. Ça, c'est une tendance de fond. Maintenant, effectivement, c'est un secteur dans lequel vous avez des acteurs de niche qui arrivent totalement en fait à se développer. Il y a eu des publications, il y avait encore la publication ce matin de Jay Evans qui intervient dans l'événementiel. On est vraiment dans le pur et dur parce qu'on est dans l'organisation de grands événements. Ils étaient présents à la Coupe du Monde en Russie, ils étaient présents sur le Grand Prix de Formule 1 au Castellet, et puis ils organisent beaucoup de foires et salons. La croissance est à 9%. C'est particulièrement solide, fort. C'est dynamique. Sur ce type de valeur, c'est particulièrement fort. Le titre réagit, prend 6% aujourd'hui. C'est vraiment à noter. On voit, il y a également Aiko également qui a publié ce matin. Là, on est dans le couponing électronique pour la grande distribution. Là aussi, en croissance organique. Donc, on voit bien que... Donc, c'est sur des niches dans ce secteur des médias au sens très large, mais c'est sur des niches qu'on arrive à capter de la croissance, des parts de marché se développer. Oui, mais... Le modèle des grands acteurs généralistes, là, il est terminé En tout cas, il est fondamentalement transformé et c'est clair que les positions historiques sont rebattues. Ça, c'est une évidence. Bon, Publicis, je sais pas, j'ai l'impression que le titre, quand même, se comportait un peu mieux. Et puis, alors là, tout est reparti. Omnicom aussi, en début de semaine, on le disait aux États-Unis.
Bon, c'est un secteur, comment vous le regardez, Nourane, qui vous intéresse un peu, pas du tout? Alors, nous, on est très contents de la baisse de Publicis aujourd'hui, puisqu'on les a vendus il y a un peu moins d'un an. On a eu des mauvais coups, mais ça fait partie des bonnes choses qu'on a vues. Et en fait, quand on regarde, c'est clair, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'on est sur un secteur qui est vraiment mis sous pression, mais que ce soit au niveau du chiffre d'affaires, effectivement, on est attaqué par l'entrée sur le marché de nouveaux concurrents, comme des acteurs plus spécifiques comme Criteo ou les GAFA, comme on les citait. Mais on est attaqué aussi, ils sont attaqués sur les coûts. C'est-à-dire qu'on a une pression à la hausse des coûts, parce qu'en fait, la rétention de nouveaux talents coûte de plus en plus cher. Elle coûte de plus en plus cher. Donc en fait, les coûts augmentent, une pression à la baisse sur le chiffre d'affaires, c'est compliqué. On est sur un secteur, effectivement, qui est complètement désintermédié. Donc il faut, à mon avis, sortir en tout cas, nous, on a décidé effectivement de sortir de ce secteur-là, en considérant que la croissance ne serait plus au rendez-vous, comme on l'a eu il y a quelques années. On a une croissance ce matin de moins 2,1%, c'est quand même pas négligeable. On attendait une croissance positive à plus 1,1%. Donc effectivement, c'est la confirmation en fait qu'on a quand même des tensions dans ce type de secteur. Alors, j'ai découvert, peut-être qu'on a découvert, qu'il y avait une activité de service de solutions de services pour les visiteurs médicaux, et que chez Publicis, et que c'est cette activité qui pèse quand même quelques centaines de millions d'euros, de dollars, qui a connu un gros trou d'air. En tout cas, c'est une explication qui est avancée par le management. En plus des délais, des reports liés à la mise en place de la... Non, on y croit. Si, quand même, ça peut être tout à fait cohérent. Et en plus des délais liés à la mise en place de la réglementation générale de la protection des données. Sur la pub, c'est des modèles dépassés, là. Publicis, Omnicom, WPP aussi, en plus avec l'affaire Sorel, mais structurellement, là, c'est des groupes qui sont pas encore au bout de leur... On communique plus du tout, on fait plus la publicité de la même façon. Ouais. Beaucoup de publicité, de la publicité directe, attachée directement sur les sites de vente en ligne. Donc les Amazon, Alibaba, etc. ont leur service de publicité attaché. Quand vous cliquez, vous achetez quelque chose, votre historique d'achat est historisé. Et quand vous venez sur le site, on vous propose des produits qui sont susceptibles de vous plaire. Et ça, c'est de la publicité. Les marques payent pour ça. Donc voilà, c'est une nouvelle façon de faire de la pub. La pub, maintenant, c'est aussi les réseaux sociaux, les influenceurs, des jeunes qui sont suivis dans les médias et qui sont sponsorisés par les marques. Ils sont pas capables de s'immiscer dans ces nouveaux métiers de la pub. Ces nouveaux métiers, ils ont émergé avec le e-commerce. Ils ont été trustés par les entreprises de e-commerce, puisque c'est eux qui ont la base de clients. Donc ils peuvent directement servir leur base de clients. Ils n'ont pas besoin d'un publiciste. Voilà, ils n'ont pas besoin d'un publiciste. Donc c'est une mutation profonde, très très forte. Et puis il faut voir aussi que la façon dont on consomme la télévision ayant incroyablement changé. Et je lisais qu'en Grande-Bretagne, aujourd'hui, il y a plus de souscripteurs chez Netflix et Amazon Prime que de souscripteurs télé. Ça veut dire que les gens ne regardent plus les publicités. Parce qu'un des avantages, effectivement, des Netflix et Amazon, c'est de ne pas être pollué par de la publicité qui arrive tous les quarts d'heure. Et donc, des spots publicitaires tels qu'on les imaginait auparavant ne sont plus nécessaires. Si on veut, faut trouver de nouveaux moyens d'adresser le client, mais en tout cas, c'est pas comme ça. Du coup, on fait moins appel à un publicitaire classique aussi. Oui, donc ce que je veux dire, c'est que c'est des groupes qui sont pas au bout de leur transformation. Et transformation, j'utilise le mot à dessein, parce que ça peut être positif aussi, mais oui, c'est pas encore fini. Bon, Publicis, moins 9%, un secteur très compliqué. Lanterne rouge, évidemment, du CAC 40. À l'inverse, on a un peu de L'Oréal, de Danone, de Total qui progresse cet après-midi. Carrefour qui rebondit aussi. Carrefour qui annonçait hier l'acquisition d'une petite enseigne spécialisée dans le bio. Le titre Carrefour reprend 0,8% cet après-midi. Et puis la vedette du jour, Iliad hors CAC 40, la maison mère de Free qui fait un démarrage tonitruant sur le marché italien. Le titre bondit de 7%. Iliad qui a recruté 1 million d'abonnés en Italie en à peine un mois, un peu plus d'un mois après le lancement de son offre sur ce marché. Le CAC 40 va clôturer en léger retrait de 0,5-0,6%, 5415 points actuellement. On marque une pause et on se retrouve pour la clôture définitive à Paris dans un instant. Fin de séance sur les marchés européens, nos invités autour de la table, et on va retrouver en duplex Andrea Tuoni, sales trader chez Saxo Bank. Andrea, qu'est-ce que vous retenez de cette séance du point de vue des indices européens? Il y a eu un peu de mouvement aussi sur l'euro-dollar, encore avec toujours cette fermeté réaffirmée du dollar contre l'euro par exemple aujourd'hui, et puis visiblement le pétrole qui essaye de se stabiliser un petit peu. Qu'est-ce qu'on dit de cette séance, Andrea? On a une séance un petit peu plus poussive sur les marchés, mais on sort d'une période qui a été plutôt vertueuse avec 2 semaines de progression continue sur les différents indices et notamment sur le CAC qui a
qui a fortement progressé. On a réussi à repasser au-dessus des 5400 points. Donc du coup, on sort quand même d'un trend plutôt positif. Mais on sent depuis le début de la semaine quand même que le biais est un petit peu plus poussif, que les mouvements sont très faibles, que l'amplitude est très serrée. Donc du coup, il y a déjà une baisse des volumes et un certain retrait lié à la période estivale dans laquelle on est. Malgré une actualité qui est relativement riche, que ce soit sur le plan micro, même sur le plan macro. On a eu encore des indicateurs cet après-midi avec l'indice à la Fed de Philadelphie par exemple, ou les nouvelles demandes d'allocation chômage. Donc malgré tout, on a de l'actualité, mais on sent que ce marché plafonne un petit peu. C'est le cas aussi aux États-Unis où on a un indice S&P qui plafonne légèrement au-dessus des 2800 points. On se rappelle de ce niveau, c'est une ancienne résistance sur laquelle on a échoué à plusieurs reprises depuis la correction du mois de février, et à chaque fois qu'on a échoué sur cette résistance, on a eu un repli assez marqué du marché. Donc c'est plutôt un signe positif de voir qu'on se maintient au-dessus, mais c'est vrai qu'on a du mal à trouver le second souffle qui nous permettrait d'accélérer au-dessus de ce niveau. Et c'est pareil pour le CAC, une fois qu'on a dépassé les 5400, ça devient un petit peu plus compliqué. Et maintenant, du coup, c'est difficile de s'affranchir de la zone 5450-60, qui est la zone de résistance pour aller chercher les 5500 points pour l'indice CAC 40. Mais globalement, l'actualité microéconomique a été un petit peu compliquée avec notamment Publicis qui a été fortement sanctionné en bourse et l'ensemble du secteur des médias qui est en difficulté déjà depuis un moment. Les résultats de Publicis viennent confirmer la difficulté du secteur, mais aussi créer une certaine défiance et une prudence en sachant que Publicis est une des premières publications en pleine période de saison de résultats pour le CAC. Et donc du coup, ça n'augure pas forcément quelque chose de bon, même s'il faut rester assez prudent en raison, encore une fois, de la fragilité du secteur. On attendra aussi les résultats, la publication de Microsoft après la clôture. C'est le premier GAFAM qui va publier ses résultats. Donc là aussi, ce sera quelque chose de très suivi. On sait l'importance du secteur des technos aux États-Unis et on sait l'impact que ça peut avoir aussi sur les marchés européens. Et toujours en fil rouge, toujours ce dossier en continu, le dossier de la guerre commerciale sur lequel on a encore des rebondissements. On a apparemment un plan proposé par l'Union européenne aux États-Unis, ou en tout cas à l'étude, qui pourrait être présenté dans les prochains jours. Mais malgré tout, la pression est continue. Les Américains, par la voix de Donald Trump essentiellement, se montrent toujours assez fermes sur cette politique commerciale. Et donc du coup, on a toujours des tensions qui sont assez vives et qui maintiennent aussi ce sentiment de prudence et de défiance sur les marchés et qui maintiennent aussi un climat d'incertitude. Et pour l'euro-dollar, comme vous l'avez dit, fermeté du dollar. Les propos de Jérôme Powell ont renforcé justement cette fermeté du dollar. On remet le curseur vers les 1,15 maintenant sur cette paire euro-dollar, même si on hésite autour des 1,16 aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on est toujours dans une dynamique où le rythme de hausse de taux va se poursuivre du côté de la Fed. L'économie se porte plutôt bien, donc les propos de Powell ainsi que le livre belge ont été plutôt rassurants et continuent du coup à renforcer, à aider, on va dire, le dollar à bien se tenir. Et c'est vrai qu'on devrait rester malgré tout dans un range, on va dire, entre 1,15 et 1,18 pendant l'été sur la paire euro-dollar et même pendant les prochains mois. Mais c'est vrai que là, pour le moment, on est revenu vers le bas de ce range avec un objectif possible à 1,15 dans les prochaines semaines. Mais c'est vrai que globalement, voilà, un marché qui reste malgré tout bien orienté au-dessus des 5400 points, mais on sent quand même une dynamique qui est de plus en plus faible et une tendance du coup indirectionnelle qui n'est pas forcément très marquée et du coup des convictions qui sont beaucoup moins fortes, mais encore une fois c'est très lié aussi à la saisonnalité. Et l'euro-dollar, effectivement, passé sous 1,16 au cours de cette séance. Des marchés en Europe qui terminent sur des baisses mesurées, de l'ordre de 0,4, 0,5, 0,6%. Rien de très méchant. Le CAC 40, moins 0,56% à 5417 points. Volume légèrement supérieur à 3 milliards d'euros. On n'est pas sur des grosses séances en termes d'activité, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, il y a eu quand même du volume sur Publicis à la baisse, notamment moins 8% moins 9% pour le titre Publicis. Lanterne rouge du CAC. ArcelorMittal était en baisse de 3% ce soir, Legrand recule de plus de 2%, Kering moins 1,6%, LVMH recule d'un peu plus de 1% cet après-midi. Et puis on notera dans le secteur des techs quand même la plus grosse tech européenne par sa capitalisation, SAP en Allemagne, qui baisse de plus de 3% ce soir à Francfort après sa publication trimestrielle. À l'inverse, alors on a racheté un peu de Carrefour. Bon, le titre Carrefour est au tapis, donc on suivra évidemment les prochains résultats la semaine prochaine de Carrefour. Carrefour plus 0,9%, L'Oréal reprend 0,8%, Danone plus 0,4%, et puis hors CAC, la vedette du jour, Iliad, donc maison mère de fruits, avec son très bon démarrage sur le marché italien, 1 million d'abonnés recrutés en un peu plus d'un mois. Le titre Iliad se redresse et rebondit même de 7,5% ce soir. BFM Business, Intégral Bourse,
On refait la séance. On refait la séance avec nos invités. Nourane Charer, gérante Europe et diversifiée chez Mansartis. Sophie Chevelier, gérante allocataire chez Dorval AM. Vincent Le San, directeur des clients institutionnels et corporate de Ports en Part. Juste un mot du marché, l'état d'esprit du marché aujourd'hui et de Dorval AM. Sophie, toujours beaucoup de prudence ou est-ce que non, on a retrouvé, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, est-ce qu'on retrouve de l'intérêt ou des niveaux de prix ou de primes de risque qui permettent de se réintéresser un peu plus sereinement à certains thèmes, certains secteurs, certains marchés? Le contexte continue à inviter à pas mal de prudence. Mais je dirais qu'en termes de structure, c'est vrai qu'on n'adhère pas nécessairement à la très forte crainte du marché sur la croissance mondiale. D'abord parce qu'en termes de niveau, on reste sur des niveaux qui sont élevés. Le FMI a publié cette semaine son World Economic Outlook, donc son estimation pour les perspectives de croissance à venir. Et donc on reste aux alentours de 3,9%, donc proche de 4%, des niveaux qui sont assez importants. Donc nous, j'aurais tendance à penser que la crainte aujourd'hui du marché sur la croissance nous paraît un petit peu exagérée. Pour autant, c'est un problème. On est plus, si vous voulez, que si on se concentre un petit peu sur les piliers qui font bouger les marchés, c'est-à-dire la macro, la micro, les valorisations et puis le sentiment. Ouais. On est vraiment sur ces deux derniers piliers. C'est-à-dire une valorisation qui est certes un peu plus attractive avec la contre-performance du marché et la révision en hausse des estimations aux États-Unis, mais qui reste quand même sur des niveaux assez élevés. Donc on n'est pas en train d'aller faire ses courses en se disant je fais des super bonnes affaires. Et puis à côté de ça, un sentiment de marché extrêmement délétère avec effectivement quels vont être les impacts de la guerre commerciale et ça c'est quelque chose qui va perdurer. Donc ça nous incite à garder un positionnement qui va être quand même relativement défensif du point de vue de l'exposition aux actifs risqués, même si en structure, par contre, on va essayer d'aller chercher des choses qui ont de la prime de risque. Ouais. Et donc aller se positionner sur des idées qui sont aujourd'hui un petit peu moins consensuelles, peut-être un peu plus cycliques, parce que justement, on n'adhère pas à cette idée que la croissance va s'écrouler. Mais ça veut dire qu'on comprenne bien, par exemple, regardez le secteur bancaire aujourd'hui, le secteur automobile, il y a un débat quand même autour de ces secteurs, ou est-ce que non, c'est laissé pour mort et c'est dead money? Non, mais le secteur bancaire, il est à deux vitesses réellement. Il y a le secteur bancaire de l'Europe périphérique qui continue à se restructurer. Aujourd'hui, Sabadell, donc une des grandes banques cataloniennes, une banque locale, a vendu encore des biens immobiliers, donc continue à apurer son bilan, à assainir son bilan. On voit la même chose qui se produit en Italie. Il y a des primes de risque qui sont très importantes sur ces banques-là et pour nous, c'est très attractif. On considère qu'effectivement, c'est très attractif. De l'autre côté, on a des grosses banques pan-européennes sans croissance, avec des taux extrêmement bas et qui là ont énormément de mal à faire des résultats. Oui. Ça, c'est entre guillemets, c'est pas vraiment la peine d'aller chercher ce type d'histoire. Donc il y a des choses. Bien sûr. Même dans le secteur bancaire, il y a deux mondes différents. Non, mais complètement. Donc il y a des choses qui sont vraiment intéressantes et puis bon, il y a des choses, c'est un petit peu quand on fait le cadran, c'est les docs, enfin ce qu'on appelle les chiens, c'est pas cher, mais il va rien se passer. Ouais. Sur les nouvelles idées, Nourane, mais déjà tout à l'heure vous nous le disiez, dans votre logique de attention à l'inflation, ou en tout cas aux pressions inflationnistes et la croissance en question, vous voulez de la croissance visible, avérée, de la visibilité, c'est ce que vous cherchez aujourd'hui, c'est ça Oui, tout à fait. Mais là on retombe sur les thèmes qui sont ultra utilisés par le marché depuis des mois et des trimestres. Qui ont été quand même assez discutés. C'est-à-dire que, effectivement, par exemple, si on prend le secteur bancaire, on vient d'en discuter, sur le secteur bancaire, si on regarde, il y a le court terme et le long terme. À court terme, on pouvait, en début d'année, tout le monde jouait le secteur bancaire. Donc, en fait, tout le monde jouait le secteur bancaire parce qu'on attendait une quantification de la courbe des taux. Donc, à court terme, l'environnement était favorable au secteur bancaire. Ce qu'on a eu au mois de janvier, c'était quoi? C'était une surperformance des banques par rapport au marché. Les bancaires ont fait x2 par rapport au marché. Ce que je veux dire, c'est que tout n'est pas si évident. Et aujourd'hui, on voit bien, à plus long terme, pour nous, on est absent du secteur bancaire, donc je vous dirai après on est présent quand même, mais on est absent du secteur bancaire parce qu'en fait, à long terme, on considère que c'est un marché qui va être disrupté. Alors peut-être pas aussi violemment que les marchés publicitaires, comme on l'a vu tout à l'heure, mais c'est un marché qui, en termes de concurrence, c'est compliqué, réglementairement, c'est compliqué. Alors si on veut jouer en environnement conjoncturel avec des taux, on peut aller sur les bancaires pour jouer effectivement. C'est pour des raisons de long terme que vous êtes absent de ce secteur. C'est pour des raisons long terme structurelles qu'on est absent sur des secteurs. Après,
Effectivement, vous avez raison, c'est assez, j'allais dire peut-être consensuel. Sur tech, des valeurs. luxe, aéronautique, enfin tout ça, on l'a travaillé. On l'a travaillé, mais encore, j'allais dire, par exemple sur le luxe, il n'a pas toujours, il fallait être assez discriminant dans le choix du luxe. Le secteur des montres, par exemple, pendant des années, il fallait être sur le luxe, mais il fallait être absent du secteur horloger. Il y a quand même, comme ça, par exemple, dans la consommation de base, il y a certaines valeurs comme L'Oréal qui tire son épingle du jeu. Donc ça, pourquoi ? Parce qu'effectivement, il y a la partie luxe et c'est une valeur à pricing power. Par contre, on regarde Danone, Nestlé, effectivement, on voit bien que... Donc en fait, c'est pas que sectoriel. On voit bien à l'intérieur même du secteur, il faut être assez sélectif, il faut être assez discriminant pour aller chercher. C'est pareil pour le secteur des industries. Il y a certaines valeurs des services qui fonctionnent mieux que d'autres. Il y a certaines valeurs Saint-Gobain qui fonctionnent pas bien. On en a d'autres. Donc en fait, c'est pas si évident que ça. Et je pense que ça se résume pas en fait à une analyse sectorielle ou à la value ou à la growth. D'où la gestion de conviction, parce que dit comme ça, effectivement, ça paraît un peu tarte à la crème. Voilà. Mais non, c'est plus que jamais, c'est valeur par valeur. C'est valeur par valeur. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué qu'avant de trouver des nouvelles valeurs parce qu'en fait on voit bien que c'est des secteurs qui ont très bien hérité, notamment sur le secteur de la tech, entraînés notamment par des IPO sur le secteur en fait qui ont permis en fait au secteur aussi de confirmer la très bonne performance qu'on a engrangée depuis maintenant pas mal de temps. Ouais, bon, génial, on va parler des introductions en bourse. Alors, juste après la pause, il reste 1 minute, Vincent, mais sur l'aspect marché, là, est-ce qu'il y a un sentiment particulier chez Porzampar Sur l'aspect marché, en fait, sur le segment des mid and small, qui est vraiment notre ADN, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire qu'effectivement, en termes de valorisation, ça s'est détendu. On est sur des PE moyens, sur le CAC mid and small, qui reviennent, en fait, sur les moyennes historiques, alors qu'on était à plus de 20 fois il y a encore en fin d'année dernière. Donc là, voilà, on revient, mais effectivement, comme je le disais en préambule, c'est des secteurs d'activité qui restent particulièrement exposés au risque. On a vu des indicateurs comme le VIX, comme la prime de marché action qui se sont tendus en fait le mois dernier et qui illustrent bien en fait que voilà, le marché est nerveux et donc on sait que c'est cette classe d'actifs qui est particulièrement et souvent en première ligne quand il y a cette nervosité. Exactement. Ouais. Bon, on marque une pause, les introductions en bourse, on en parle avec vous parce que c'est vrai qu'il y a eu quelques dossiers intéressants sur Euronext, Paris notamment, et puis on pourra parler des différentes IPO que vous avez pu suivre. Il y a eu du lourd, Xiaomi la semaine dernière dans les grandes valeurs technologiques émergentes, ou encore aujourd'hui Tilray dans le secteur du cannabis, nouveau secteur en bourse au Nasdaq aux États-Unis, et ça se passe bien pour Tilray puisque le titre bondit de 25% pour cette première journée de cotation. On marque une pause, on se retrouve dans un instant. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le Club de la Bourse. Dernier quart d'heure de ce Club de la Bourse avec nos invités en plateau, Sophie Chevelier, gérante allocataire chez Dorval AM, Vincent Le San, directeur des clients institutionnels et corporate chez Porzampar, et Nouran Charer, gérante Europe et diversifiée chez Mansartis. Les introductions en bourse, c'est un des métiers importants de Porzampar, d'accompagner les entreprises vers la bourse. Vincent, qu'est-ce qu'on peut dire de ces 6 premiers mois de l'année sur les marchés sur lesquels vous opérez? Euronext Paris essentiellement. Exactement. On réalise une introduction en bourse sur 3 sur ce segment en fait de 10 à 100 millions d'euros de levée de fonds, qui est l'essentiel du marché, puisque c'est le premier renseignement. On n'a pas eu en fait sur ce premier semestre de locomotive. On attendait des deals à plusieurs centaines de millions d'euros. J'entends Autodis, j'entends Delachaux en fait, qui effectivement étaient aux portes du marché, pour revenir en l'occurrence Delachaux. Ils ont été rachetés avant l'IPO, c'est ça? Exactement. Il y a dans ces process-là, en fait, on le voit depuis plusieurs années. On a des dual track en permanence et on a une concurrence du private equity qui est là en fait, qui a énormément de cash à investir. Et donc, ça explique en partie effectivement le choix de certains acteurs au dernier moment de choisir en fait, de ne pas choisir le marché. Néanmoins, sur le segment qui est le plus nombreux en termes de nombre d'entreprises, donc ces levées qui sont jusqu'à 100 millions d'euros de levées, on a eu un premier semestre, on a eu énormément d'enseignements sur ce premier semestre. Déjà, on est en croissance. Parce qu'effectivement, on a tendance à dire il n'y a pas de locomotive, le marché d'IPO est ralenti. Non, sur ce segment-là, on est en croissance. En montant levé, on est en croissance de 50% par rapport aux 2 dernières années à la même période, que soit 2016 et 2017. Donc on a de la croissance, ça c'est le premier enseignement. Il y a 2 IPO qui sont en cours. À fin juillet, on aura eu 14 introductions en bourse sur Euronext Paris. C'est quasiment autant que l'année dernière.
Et ça a été très concentré en fait sur le Q2. Ce qui donne aussi cet effet de masse, puisque la première opération a eu lieu en avril, avec les trous d'air du début d'année, ces ventes uniques. Donc on a eu une très forte concentration sur ce Q2. L'autre enseignement, c'est vraiment qu'en fait, on a une transformation qui commence, on le voit, enfin la cote, elle se transforme aussi par l'arrivée de nouveaux acteurs. Et on a une transformation, pourquoi ? C'est que quand on regarde la nature des sociétés qui ont rejoint la cote cette année, on a quelque chose de totalement différent par rapport à ce qu'on avait les années passées. On a un secteur santé qui est quasiment absent. C'est un secteur. Il n'y a pas eu beaucoup de biotech. Il n'y a pas une biotech. Il n'y a pas une biotech cette année en fait au premier semestre à Euronext. Il y a eu un dossier medtech qui est Volantis dans le pilotage du diabète. Mais le poids de la santé il y a 2 ans c'était 60%. Donc si on intègre Volantis c'est 10% sur le premier semestre. C'est-à-dire qu'il y a eu du coup d'autres secteurs. Il y a eu énormément de secteurs de la tech. Les premières opérations c'est 2 CRSI. Donc on est dans un acteur en fait une PME alsacienne en très forte croissance qui intervient dans le domaine des serveurs, qui assemble des serveurs pour une industrie, le cloud, qui est les acteurs comme OVH ou également de grands groupes en fait qui ont de plus en plus de besoin de calcul. Il y a besoin de serveurs, il y a besoin de calcul et de CRSI. Donc qui a levé 50 millions d'euros, c'est à date la première opération. La deuxième opération qui vient juste derrière, c'est Calray. Donc là, on est dans les microprocesseurs. Là aussi, tiré par les perspectives du véhicule autonome, près de 50 millions d'euros de levée. Il y a Navia qui est en cours. On est dans la navette autonome également. Donc on voit qu'il y a la tech, il y a eu Oxatis également. Il y a eu Dontnod dans les jeux vidéo. Donc on voit quand même qu'il y a une transformation qui est assez importante. Et puis dernier élément, il y a aussi des acteurs plus traditionnels. On vient de réaliser l'opération en bourse de Roche-Beaubois, donc là on est dans l'ameublement haut de gamme luxe. On parlait du pricing power, là aussi c'est un des facteurs importants de croissance de cette société. C'est une ETI familiale. On n'avait pas eu depuis très longtemps en bourse et c'est aussi 100% cession. Là aussi, c'est particulièrement à noter, puisque bien souvent, on dit que sur cette classe d'actifs, c'est uniquement par augmentation capital. On voit qu'on peut aussi passer des opérations 100% cession quand les actifs sont de qualité. Donc, beaucoup d'enseignements, en fait, sur ce premier semestre, sur ce marché des IPO. Il y a encore beaucoup de sociétés qui sont aux portes de la bourse. On rencontre énormément de sociétés. Donc, je pense que voilà, au-delà des tendances, il y a une tendance structurelle qui est là et qui est là, en fait, pour faire grandir, en fait, cette cote dont on dit souvent qu'il n'y a pas assez d'idées. Donc là, c'est le moment de non, mais c'est vrai. Et puis du point de vue du secteur tech, oui, on voit apparaître aussi des nouvelles entreprises, comme vous dites. Hein, c'est plus seulement les biotech. Hein. Je me souviens pendant une année ou deux, c'était que des biotech. C'était que des biotech. C'est clair, on a eu des résultats cliniques qui ont été compliqués en fait l'année dernière ce secteur-là, et donc mécaniquement, forcément, c'est les investisseurs la fenêtre est un peu moins ouverte. Voilà, sont beaucoup plus rétifs. Et à noter également, pour la première fois, on a un solde positif sur la bourse. Pendant très nombreuses années, on dit plus d'entrées que de sorties. Exactement. On verra au bout de l'année alors. Exactement, mais en tout cas, c'est vrai. C'est à noter. C'est vrai que ça fait des années qu'il y a plus de boîtes qui sortent de la bourse que de boîtes qui y entrent. Qu'est-ce que ça vous inspire, les introductions en bourse? Bon, là, c'était très parisien, hein, mais on peut élargir à l'Europe, aux États-Unis, aux émergents. Est-ce qu'il y a eu des moments marquants, des introductions qui vous ont marqué? En fait, moi, ce que j'aime dans les IPO, c'est effectivement, ça marque quand même l'intérêt des investisseurs pour une certaine thématique. Et c'est vrai qu'on le voit. C'est un baromètre. Vous utilisez ça comme un baromètre? On l'utilise comme un baromètre. Alors, on regarde par exemple l'introduction en bourse, nous qui nous a aidé sur une valeur qu'on a en portefeuille qui est Wirecard, c'est Adyen. Et en fait, on voit très bien effectivement que les thématiques qui sont fortes, qui sont les thématiques du paiement en ligne, Adyen a pris 130%. Alors, on ne va pas s'intéresser sur le premier jour, hein. Ça a doublé le premier jour. 100% le premier jour, et depuis ça fait 130%. La fusée Adyen. Donc en fait, on ne va pas s'intéresser à Adyen parce qu'en fait la valorisation, on parlait tout à l'heure de valorisation, on est à 70 fois les PE, donc c'est aujourd'hui, hein, donc c'est beaucoup trop élevé. Et en revanche, ça a permis à Wirecard effectivement de continuer son re-rating. On était déjà en avance de 50% depuis le début de l'année. Elle a continué à surperformer le marché et on est sur des valorisations pour Wirecard, qui est un des leaders européens allemands du paiement en ligne. On est sur des valorisations de 30 fois. Ce qui peut vous paraître énorme, mais on est sur des croissances des BPA sur les 5 prochaines années de 35 fois. Donc en fait, on n'a pas de problème sur des valorisations et ça nous permet effectivement d'affirmer encore plus en fait nos convictions sur des valeurs qu'on a en portefeuille. Wirecard, c'est le premier, alors je ne vais pas dire banque parce que c'est pas une banque en tant que telle, mais en termes de capitalisation boursière, c'est le premier acteur financier allemand devant
Deutsche Bank, ça c'est sûr, devant la capitale Deutsche Bank et Commerzbank également, je crois. Enfin, oui, et c'est pour ça qu'en fait, nous, on n'aime pas les banques, mais on aime bien les fintechs. Ouais. Donc, mais effectivement, on reste très... C'est une fintech qui est au-delà du secteur bancaire allemand aujourd'hui, plus lourde que le secteur bancaire allemand. Les introductions en bourse, Sophie, qu'est-ce qu'il y a des trucs particuliers à dire? Qu'est-ce qui vous a marqué Non, on est dans une phase qui est relativement complexe sur les marchés asiatiques, notamment à cause des interrogations. Et pour autant, on a un flux relativement nourri là d'introductions très très emblématiques. Alors, de très grosses introductions en Asie. On parlait hors antenne de Xiaomi, donc un des leaders chinois des téléphones portables, des smartphones. Les grandes entreprises, Alibaba, etc., sont en train de coter certaines de leurs filiales avec pas mal de succès, rencontrent pas mal de succès sur des cotations de filiales intermédiaires. Donc effectivement, et c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment un marché à deux vitesses, je dirais, quelque part, puisqu'on est en bear market à côté de ça en Chine, mais sur les secteurs où il y a beaucoup de croissance, puisque là on parle de croissance, quand Alibaba publie des perspectives de croissance de 60% des EPS. On n'est pas en train de parler de... Non, c'est pas de la petite croissance. C'est pas la petite croissance, mais là où effectivement il y a des disruptions, il y a des nouveaux métiers, et il y a de l'argent, il y a de l'argent qui est gagné, c'est-à-dire qu'on parle d'entreprises qui sont cotées et qui gagnent de l'argent. Ouais. C'est pas des boîtes de tech qui gagnent pas un centime, on parle d'entreprises qui gagnent de l'argent. Il y a de l'appétit. Et donc, il y a beaucoup d'introductions, effectivement, d'entreprises qui se passent assez bien sur des marchés qui, pourtant, dans leur ensemble, sont assez ballottés. C'est compliqué, ouais. C'est Tencent Music qui va rentrer en bourse, peut-être aux États-Unis, je crois. Mais il y en a énormément. Donc là, il y a un feu nourri, entre guillemets. Alors, peut-être qu'eux-mêmes profitent de la fenêtre de tir, de façon assez intelligente, sur des niveaux de valorisation qui, pour ces secteurs-là, sont assez élevés. Ils sont en train de pousser un certain nombre de leurs filiales sur le marché. Ça peut être aussi... Il y a toujours un aspect tactique aussi, une question de timing qui est absolument dans ces introductions en bourse. Pour conclure sur le sujet, Vincent, il n'y a pas de dérive des prix demandés par les acteurs. Enfin, vous avez l'impression qu'il y a quand même quelque chose d'un équilibre assez sain ou C'est assez intéressant en fait, parce qu'effectivement, par rapport à d'autres périodes qu'on a pu connaître, je pense notamment aux dernières périodes assez tendues, c'était en 2014. On a vu des effets structurels liés au lancement du PAPME, par exemple, où il y a eu un afflux de cash. Là, quand on regarde le pricing, on est très loin d'avoir du pricing en haute fourchette à chaque opération. Le marché est sélectif. Il y a des dossiers qui ne sont pas arrivés en bourse. On n'a pas parlé, mais il y en a eu aussi au S1. Et à l'inverse, il y a les dossiers dont on parlait, les Dontnod, les deux CRSI, c'est des dossiers qui sont demandés 3-4 fois. Donc on a une demande quand même qui est assez forte. Mais pour autant, on est sur du pricing milieu de fourchette, mais jamais le haut de fourchette. Donc là aussi, en fait, clairement pas de tension forte sur les prix. D'ailleurs, quand on regarde les parcours post-market, on sait que c'est aussi un sujet qui est souvent mis en avant contre les introductions en bourse en disant, voilà, ça marche un jour, voilà, et après derrière la chute pendant un an, quoi. Là on voit donc Node est plus 25%, on a de ces récits c'est positif, on citait Roche-Beaubois c'est plus 10% depuis mais la c'est ultra cotation. important ça. Voilà, donc on voit, ça vient illustrer que les prix n'étaient pas tirés en fait lors des IPO, puisqu'on a un bon post-market derrière, alors qu'il n'y a pas eu encore un news flow majeur sur ces valeurs-là. Même quand on s'appelle Xiaomi, je crois qu'on a divisé par 2 quand même son prix. Ça pouvait valoir 100 milliards à un moment et finalement ça a été pricé à 50 milliards de valo Xiaomi. On va s'arrêter là. Merci à vous trois d'avoir été là pendant une heure dans le club de la bourse. Sophie Chevelier d'Orval-AM, Vincent Le San, Ports-en-Par et Nouran Charer, Mansartis qui étaient nos invités ce soir. Bientôt 18h, une pause et Guillaume Paul qui vous accompagne évidemment en ce début de soirée sur BFM Business. Nous on se retrouve demain dès 15h30. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel.